Ah, voilà, excusez-moi. Oui, Pierre Conessa, bonjour, bienvenue dans cette finale. On vous entend très bien. Bah, formidable. Alors, Voilà. allons-y. Et ben voilà, bah écoutez, j'ai meublé, j'ai échangé avec notre Oui, chat. j'ai entendu. Je suis désolé, hein, parce que tout semblait marcher, effectivement, mais bon. Alors, Bah je suis à votre écoutez, ça arrive. disposition. On a eu un peu un problème avec Christian Combaz hier, de la même, et ça a duré beaucoup plus longtemps. J'ai envie de dire que là, la technique a été très efficace. On est passé au téléphone, je pense, et c'est en Oui, effet la c'est ça, solution s'il y a exactement. des. Ouais, c'est ce C'est qui marche le mieux. l'incommunicabilité du monde moderne. Ça, je dirais que bah, c'est le problème. Plus il y a de communication, plus il y a de problèmes de communication. Et ça, vous qui êtes un homme du réel, Pierre connaît ça, je le rappelle, avec des ouvrages qui vont nous aider à comprendre l'actualité aujourd'hui, les livres tels que La fabrication de l'ennemi ou encore Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. C'est un petit peu au travers cette matière et ces ouvrages que j'aimerais vous interroger ce matin. On vous a déjà Avec plaisir. à plusieurs reprises sur des plateaux, mais là, cette fois-ci, sur une matinale, il y a un aspect plus actualité, mais nourrir par votre réflexion cette actualité. L'actualité, actuelle, bien sûr, il s'agit beaucoup de ce qui se passe en Europe, des relations tout à fait détestables que l'Union européenne peut entretenir avec la Russie. Donc là, est-ce que l'on est dans cette fabrique de l'ennemi, ou bien est-ce que la Russie est vraiment cet ennemi existentiel, irréductible que l'on nous présente? J'ai l'impression que l'Europe actuellement, certains parlent même d'une Europe enfermée dans un bunker, se bunkerise en tout cas par rapport à la Russie, ne lui parle pas, il ne parle qu'avec les Ukrainiens. Donc sur toute cette séquence paix, négociation de paix, quelle est votre analyse, Pierre Conessa? Tout d'abord, effectivement, on avait pris l'habitude que la Terre soit plate et qu'on en soit le centre, hein. Pendant très longtemps, on ne voyait les problèmes, que ce soit à cause de la colonisation, des guerres mondiales, etc. On avait pris l'habitude que toute la pensée géostratégique tourne autour de notre centralité, si vous voulez, hein. Et donc, quand on a découvert que la Terre était ronde et puis qu'effectivement, pouvait se passer des tas de choses, il y a environ 400 crises à la surface de la planète, comme vous avez pu constater, on n'a pas l'intention de s'occuper de toutes. Il y a eu un bouleversement qui s'est passé au moment de la guerre du Golfe. C'est assez bizarre de revenir à ça, mais la guerre du Golfe, si vous voulez, a été la première guerre post-guerre froide. Et les Occidentaux ont considéré qu'ils avaient assumé une fonction de gendarme, si vous voulez, pour libérer la grande démocratie koweïtie, envahie par cet ancien moderniste devenu dictateur qui était Saddam Hussein. De cette guerre, il y a deux choses qui en sont ressorties, dont on est toujours victime. La première, c'est qu'on avait battu la 4e armée du monde en 120 heures. Je n'ai jamais su qui était la 3e, enfin celle-là, c'était la 4e. Donc, on est sorti avec une idée du brise guerrière qui faisait qu'en pensant qu'en envoyant du militaire quelque part, on allait effectivement calmer tout le monde. La deuxième chose, ben, c'est une des conséquences dont vous êtes vous aussi membre, c'est-à-dire qu'on paraisse les chaînes d'infos en continu. Chaîne d'infos en continu, ça veut dire qu'il faut donner de l'information tout de suite, effectivement maître de l'organisation du monde, et donc on avait comme vocation de rendre tout le monde, si vous voulez, de gérer toutes les crises. Bon. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a eu quelques interventions dont on peut dire qu'elles ont été pour le moins malheureuses, notamment au Moyen-Orient. Et on est maintenant dans cette phase où, si vous voulez, on se dit, mais les Américains ont été les premiers à dire, mais nous, si on a perdu 20 hommes en Somalie, c'est plus la peine de s'occuper de ces Africains, etc. Donc, on a une espèce de phase de retrait. Et nous, Européens, on se retrouve face à un débat avec la Russie et avec derrière nous un individu qui s'appelle Trump, dont on ne comprend plus rien. Vous voulez, on est dans cette situation où, après les catastrophes du Moyen-Orient, tout à coup, on est dans une phase de retrait. Vous savez, le basculement s'est fait au moment de la Somalie, hein, quand les Américains ont voulu prendre Mogadiscio et qu'ils ont perdu 20 types et 2 hélicoptères. Tout de suite, ils ont dit, ah ben, écoutez, tout ça, c'est des affaires qui ne nous concernent plus. Bon. Et donc, on est dans un monde en déshérence. Et dans ce monde en déshérence, quand on élit Trump au milieu de tout ça, vous avez effectivement un paysage géopolitique dans lequel il est difficile d'avoir des clés de lecture. Revenons sur Poutine. Poutine, ben, effectivement, il est lui aussi, comme Trump, si vous voulez. Trump, c'est MAGA, Make America Great Again, et Poutine, c'est Make Russia Great Again. Bon, voilà, nous sommes au milieu de tout ça. Ah oui.
Oui, alors nous sommes au milieu de tout ça, les Européens, et Europea Great Again, c'est un vœu pieux, parce que cette Europe, je pense qu'elle n'existe pas comme peut exister la Russie, ou comme peut exister aussi les États-Unis d'Amérique. C'est pour moi une vue de l'esprit. Il y a des nations européennes, mais il n'y a pas une Europe comme il y a une Russie, je ne crois pas. Oui, tout à fait, vous avez raison. Et c'est vrai que autant on a construit l'Union européenne en échangeant des normes juridiques, des règles, etc., autant on a toujours laissé de côté la question de la défense. Pour beaucoup de raisons. Hein. D'abord parce qu'effectivement, beaucoup des pays européens étaient membres de l'OTAN et donc considéraient que la couverture militaire était assurée par les Américains. Et donc, ça les a dispensés de faire des efforts. De Gaulle était le seul, si vous voulez, dans une époque où il fait la réconciliation franco-allemande, à penser qu'il faut un volet défense. Bon. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'avec, encore une fois, un partenaire américain qui commence à se retirer et qui dit, après tout, débrouillez-vous, on est totalement désorienté. Il faut quasiment tout reconstruire. Et ça, c'est quand même très grave. Comment vous voyez la suite entre les Américains et les Russes de ces négociations? Parce qu'on a l'impression qu'au-delà même de la paix en Europe, il y a les négociations commerciales aussi. Oui, cela dit, sur le cas de l'Ukraine, on n'a pas assez raisonné. Si vous voulez, en géopolitique, l'image est évidemment extrêmement forte. Et rappelez-vous que pendant des années, on a fonctionné avec l'idée de l'armée rouge rouleau compresseur qui allait déferler dans les plaines de Centre-Europe, etc., etc. Ouais. Et donc, il y avait une espèce d'image de l'autre qui était effectivement suffisamment impressionnante pour que ça mobilise les énergies. Premier étonnement, si vous voulez, l'invasion de l'Afghanistan. L'invasion de l'Afghanistan, je suppose que Brejnev devait être entouré de conseillers qui lui disaient « Vous inquiétez pas, chef, on va vous faire ça vite fait ». 10 ans. 10 ans pour finalement se retirer. Alors, à cette époque-là, il y avait un seul type qui allait en Afghanistan, c'était Olivier Roy. Et Olivier Roy disait « C'est étrange, les armées rouges ne sortent pas des casernements, l'alimentation et la logistique marchent mal, etc. etc. » Mais quand il disait ça, il faisait un constat de terrain que personne ne voulait croire, parce que vous ne pouvez pas dire au complexe militaro-industriel « Non, mais attendez, votre ennemi n'est pas ce que vous croyez. » Bon. Quand il s'est retiré, quand les soviétiques sont retirés, bon, ben, on s'est dit, ben oui, bon, d'accord, après tout, pourquoi pas, mais ça change rien au modèle. Bon. Et donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où le débat est à la fois technique et idéologique. L'idéologique étant évidemment quelle image on se fait de l'autre, quoi. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a considéré que l'Afghanistan, puisqu'il protégeait Ben Laden, il n'y avait aucune raison de ne pas y aller. On y est allé. Et nous, on y restait 20 ans. Donc, finalement, vous vous dites, c'est étonnant quand même, cette manière de faire la guerre, cette manière de penser que l'outil militaire est la meilleure manière de régler les problèmes. Voilà, c'est de ça dont on est en train de sortir, c'est-à-dire que maintenant qu'on est face à Poutine et à l'Ukraine, on est obligé de s'interroger en termes, si vous voulez, qui ne soient pas exclusivement militaires, moyen que nous n'avons pas d'ailleurs, pour constater que effectivement la négociation se fait sans nous, et elle se fait sans nous avec un partenaire ukrainien dont on découvre en grande partie qu'il est vérolé par l'aide internationale. Évidemment, ça aide pas à se poser les problèmes clairement, quoi. Oui, les questions de corruption. Oui, les questions de corruption et entourant des proches de Zelensky. Donc, évidemment, pour des gens qui sont déjà pas convaincus de l'utilité de position de force à l'égard de Poutine, c'est sûr que d'avoir un allié vérolé, c'est pas évidemment ce qu'il y a de plus encourageant. Mais vous avez totalement raison, sauf que justement, les Européens pensent au travers la perspective de la guerre, dont vous dites, et aussi à juste titre, qu'ils n'ont pas les moyens de la mener. Là, on comprend. Moi, je ne comprends plus rien. Bah, c'est-à-dire que mener la guerre, ça dépend ce que vous choisissez comme guerre, hein, d'abord. Encore une fois, je reprends l'exemple de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que l'exemple de l'Afghanistan, c'est l'exemple même du petit pays compliqué dans lequel on pensait qu'on allait mettre de l'ordre. Bon. Simplement, au bout de 10 ans de soviétiques et 20 ans d'occidentaux, on s'aperçoit que l'Afghanistan est une zone de confins, c'est-à-dire une zone dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations environnantes, pourchassées par les empires. Et quand vous êtes en Afghanistan, si vous changez de vallée, vous changez d'ethnie. Et donc, tout le monde peut prendre la capitale, c'est absolument aucun problème, tout le monde s'en fout. Par contre, c'est quand vous avez pris la capitale que commence le problème. Bon. Donc, si vous voulez, chaque crise a sa géopolitique. Et ça, c'est ça qu'il faut prendre avec modestie et pas se penser que le moyen de force peut résoudre. Prenons le cas de l'Ukraine. Évidemment, les frontières de l'Ukraine ont été celles qui ont été dessinées par le petit camarade Staline, quand il était commissaire en nationalité.
Bon, pourquoi est-ce qu'il était si assez intéressant, ce brave homme? C'est qu'effectivement, son souci dans ce qu'était à l'époque l'URSS, c'est que Moscou garde un droit d'intervention ou une possibilité d'intervention sur tout État périphérique. Et donc, il traçait toujours les frontières de façon à ce qu'il y ait des mélanges les uns avec les autres. Ouais. Donc, effectivement, c'est un peu la situation de l'Ukraine, puisque vous savez que toutes les régions est de l'Ukraine étaient des régions russophones, ce qui ne posait aucun problème à l'époque soviétique, mais à partir du moment où il y a l'indépendance de l'Ukraine et surtout la révolution de Maïdan, on peut commencer à considérer que les problèmes se posent à partir de ce moment-là. Or, on n'a pas voulu, après Maïdan, considérer qu'il y avait un problème territorial en Ukraine et que donc il fallait le résoudre par la négociation et le résoudre par la diplomatie, c'est-à-dire ne pas imposer l'ukrainien comme langue exclusive, ne pas mesure de rétorsion ou de vexation, si vous voulez, l'égard des russophones, qui, encore une fois, eux, étaient des héritiers d'un empire. Hein. Et les héritiers d'un empire, c'est toujours difficile à faire comprendre qu'ils ne sont plus, ils ne sont plus héritiers d'un ancien empire. Quoi, voilà. Donc voilà la logique géopolitique, si vous voulez, mais évidemment, résoudre le faire par la violence, c'est quand même toujours le moyen de ne pas se poser de questions. Quoi. Oui, mais je retiens aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire que chaque crise, chaque guerre a sa géopolitique. Or, les Occidentaux gèrent l'ensemble des crises et des guerres avec la même géopolitique. J'ai envie de dire du bombardement de Belgrade à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est toujours les mêmes logiques qui sont à l'œuvre, une même géopolitique. Oui, mais ça, c'est une logique d'empire. Hein. Ce n'est pas spécialement propre aux Occidentaux. Par principe, l'empire est celui qui a la suprématie de la force. Si vous parlez aux Chinois du Xinjiang, si vous voulez, et que vous parlez des Ouïghours, ils vous disent non, mais ces gens-là sont chinois, etc., etc. Bref. Donc, vous avez dans tous ces empires qui se sont constitués au 18e, 19e siècle, si vous voulez, avec cette idée que de toute façon, le centre gère la périphérie. Donc simplement, je vous dis, le basculement s'est fait au moment de la guerre du Golfe, parce que là, on a cru que notre suprématie militaire était absolue, et donc que l'outil militaire était en lui-même un moyen de résoudre, de gérer une crise. Ce que vous avez cité sur la Yougoslavie est assez vrai, mais c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que quand on envoie des casques bleus à Sarajevo, des Français et des Anglais, on est convaincu que tout le monde va accepter la présence d'Occidentaux, et donc que les Serbes vont cesser d'assiéger Sarajevo, etc. Bref. En fait, on a perdu une trentaine de types tués par des snipers serbes. Bon. Et finalement, quand le problème a réussi à se résoudre, il a fallu l'intervention américaine pour le bombardement sur Belgrade, de façon à ce que le Kosovo puisse obtenir son indépendance. Donc, vous voyez, il y a les deux aspects, c'est-à-dire, on se croyait militairement assez fort pour convaincre qu'il fallait la paix, et quand on s'aperçoit que finalement ça ne convainc pas, il fallait l'arrivée du grand frère pour que les moyens, tout à coup, fassent comprendre qu'on pouvait aller plus loin. Donc, on est toujours dans cette gestion très difficile, si vous voulez, où on n'est pas obligatoirement dans la guerre, on est dans la manière de penser le moyen militaire dans une diplomatie d'ensemble. Voilà, cela dit, c'est plus facile à énoncer qu'à résoudre. La crise actuelle, est-ce qu'elle n'est pas aussi la conséquence de la crise de l'empire occidental dont vous parliez? Le réflexe d'empire, mais il est en crise, l'Occident. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais effectivement, il est en crise. D'abord parce qu'on est rentré dans un monde assez multipolaire. Et vous voyez bien que pour le cas de la Chine, par exemple, qui aujourd'hui structure toute la pensée stratégique américaine et en partie occidentale, c'est l'idée que, après tout, la Chine va devenir la nouvelle menace, ou est devenue la nouvelle menace. Bon. On ne peut pas dire que la Chine ait fait beaucoup de conflits depuis 1949. Hein. Il y en a eu un avec le Vietnam. Bon. Que ce soit un empire avec des minorités dans les régions périphériques, c'est une évidence. Cela dit, si l'invasion est effectivement commerciale et industrielle, il faut bien reconnaître que pour le moment, ce n'est pas la présence militaire chinoise qui explique la construction de cette menace. Donc, ça veut dire que, vous voyez, la pensée stratégique a toujours tendance à considérer que si effectivement il y a des bouleversements géopolitiques, ça veut dire qu'il va y avoir une menace. Non, pour le cas de la Chine, pour le moment, j'attends toujours la démonstration de cette menace. Mais vous voyez bien que ça occupe le champ intellectuel, notamment américain. Donc les Américains sans adversaire, c'est une puissance qui a du mal elle-même à se penser elle-même. Est-ce qu'on pourrait venir un petit peu sur ce complexe militaro-intellectuel dont vous parlez dans un de vos ouvrages, appliqué justement à la guerre en Ukraine? On a revu si vous voulez, il s'est passé un basculement
au moment justement de la disparition de l'URSS, de la guerre du Golfe, etc. Parce que c'est tout ce qui était notre pensée structurante de l'entre-deux-guerres, des guerres froides et de l'entre-deux-guerres, c'était le complexe militaro-industriel, en se disant que ce sont les industriels qui poussent à la guerre parce que ça leur permet de vendre des armes, etc. Schéma qui a effectivement été vrai dans certaines époques, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Mais moi, j'ai travaillé pour ce complexe militaro-industriel puisque j'ai travaillé à la délégation générale pour l'armement, j'ai contribué à exporter des armes françaises, etc. Et en fait, bon, j'étais déjà dans l'époque où l'URSS était en pleine déliquescence. Et finalement, quand l'URSS va disparaître, ben, effectivement, on manque intellectuellement, on manque d'outils intellectuels pour analyser cette situation. Comme on commence avec des guerres périphériques de faible importance, de faible intensité, la Yougoslavie, la Somalie, etc., on va voir se peupler justement les plateaux télé de gens qui viennent expliquer la crise, voire la juger, et puis surtout proposer d'envoyer du militaire. Alors, ce qui caractérise ce complexe militaro-intellectuel, qui est un espèce de mélange, si vous voulez, de géopoliticiens, d'anciens militaires, d'intellectuels médiatiques, etc., c'est qu'ils vont dire, nous, on a compris, bon, on veut pas y aller nous-mêmes, hein, c'est quand même la différence essentielle avec Régis Debray ou avec d'autres, si vous voulez, qui étaient allés combattre. Oui, qui allaient. Non, ouais, c'est ça. Non, ceux-là, ils veulent bien qu'on envoie du militaire. C'est la solution. Et donc, vous le voyez avec le cas de la Libye, où on a eu ce fantastique, extraordinaire exercice de Bernard-Henri Lévy allant voir les insurgés libyens en passant par l'Égypte, qui revient, qui convient Kadhafi qu'il faut faire quelque chose. Le faire quelque chose, c'est intéressant parce qu'on a tout le processus intellectuel. C'est-à-dire, effectivement, la France et l'Angleterre vont proposer que Kadhafi ne puisse pas utiliser contre ces insurgés l'arme de suprématie qu'est l'aviation, et donc on va obtenir de l'ONU une interdiction de survol aérien pour l'aviation libyenne, et cette interdiction de survol est gérée par Français et Anglais. Donc effectivement, Kadhafi ne peut pas utiliser une de ses armes de suprématie, et la révolution se poursuit, mais enfin c'était dans un état de, comment dire, de stagnation, il n'y avait pas de basculement de l'un vers l'autre, etc. Et puis, tout à coup, va courir une rumeur dont on n'a jamais connu l'origine, mais qui a eu assez de crédibilité pour que justement ça fasse basculer l'application de cette norme internationale. C'est-à-dire, on dit il y a un convoi militaire blindé qui est en train de se diriger vers Benghazi, les insurgés vont être massacrés, etc. Et donc, nos aviateurs reçoivent une instruction dont je ne connais pas l'origine, mais justement, ce qui était non plus d'interdire le survol, mais d'intervenir au sol. Donc, vous voyez comment une norme internationale a été transformée par la situation géopolitique de terrain, et donc finalement il y a eu bombardement d'un convoi, etc. Et vous connaissez la fin de l'histoire, on voit Kadhafi finalement essayer de se sauver, attrapé par la foule, lynché, etc. Donc en fait, si vous voulez, on a aujourd'hui une situation qui est très étonnante puisque le pays est toujours divisé en deux, que Bernard-Henri Lévy est passé à une autre crise, si vous voulez, mais il a dit lui-même d'ailleurs 2 ans après cette crise, tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Bon, écoutez, je ne sais pas si effectivement l'autocritique n'existe plus. On est dans ce genre de situation où on croit que notre pouvoir de police va régler les problèmes, et dans ce cas-là, on voit que le problème, il n'a pas été résolu. Il a été partiellement résolu, mais ce pays est toujours divisé en deux et par quelque chose qui ressemble fort à une guerre civile. Donc c'est ça, voilà. Est-ce que dans ce complexe militaro-intellectuel, on a l'impression qu'il marche à plein sur la guerre en Ukraine. Est-ce que vous faites un rapprochement aussi avec les idéologies, c'est-à-dire qu'il y a, en effet, on passe d'un complexe militaro-industriel à intellectuel. Est-ce que l'idéologie qu'on appelle communément néoconservatrice est aussi, en fait, ce qui sous-tend ce complexe militaro-intellectuel qui recherche la guerre et qui est dans cette élite impériale, justement, qui a dirigé longtemps l'Occident? Oui, vous avez raison de citer cette idéologie parce que cette idéologie néoconservatrice est, si vous voulez, une réaffirmation de la suprématie du système occidental, puisque finalement, on montre qu'après toutes les dérives qu'a connues la gauche, qu'ont connu le communisme, etc., il y avait enfin une forme de pensée, si vous voulez, qui permettait de penser le monde. Bon. Ce qui est intéressant avec le cas du néoconservatisme, c'est que quand les Américains décident l'intervention
en Afghanistan, puis ensuite en Irak, où il y a deux forces qui vont effectivement motiver la décision américaine, qui sont effectivement les néoconservateurs et puis les néo-évangéliques. J'insiste sur les deux parce que les néoconservateurs sont dans le politique, les autres sont dans le messianique, si vous voulez. Ouais. Les néo-évangéliques étant, si vous voulez, la nouvelle forme de radicalisme religieux, qui est le pendant des salafistes, le pendant des juifs radicaux des territoires occupés, etc. C'est-à-dire, il faut revenir à la religion après l'échec de toutes ces idéologies laïques qui nous ont tant trompés. Et donc, on a une guerre qui est politico-religieuse, qui est stratégico-religieuse en Irak. La suite, vous la connaissez, hein, la destruction du Moyen-Orient, enfin cet état de pagaille dans lequel se trouve ce pays, enfin bref. Et encore une fois, on est avec des gens qui pourraient dire comme BHL, 2 ans après, tant mieux si je suis pour quelque chose. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous avez donc une poussée néoconservatrice qui est vraie dans plusieurs pays aujourd'hui, pas seulement aux États-Unis, et qui part un peu des mêmes postulats, c'est-à-dire la défense de nos valeurs doit aller éventuellement jusqu'à des interventions militaires extérieures. Simplement, la frontière est parfois très difficile à dessiner, parce qu'évidemment, la différence, encore une fois, dans d'autres grands ancêtres, eux, ils vont pas faire la guerre, quoi. Ils préfèrent envoyer du militaire. Et alors, dans la fabrique de l'ennemi, on arrive quand même à un point d'acmé avec la Russie aujourd'hui, en tout cas pour l'Union européenne, même pour un pays comme la France, menace existentielle. C'est une menace et ça va rester une menace existentielle pendant longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à raisonner sur le temps long. Hein, c'est-à-dire, rappelez-vous qu'au début de la guerre de 14, le grand allié russe, c'était le rouleau compresseur qui allait déferler, qui allait effectivement écraser l'Allemagne, etc. Bon. Donc, c'est un pays qu'on a du mal à penser. On a du mal à penser parce que, encore une fois, le gigantisme, l'existence d'une Russie d'Asie, d'une Russie d'Europe, les États périphériques annexés par l'Empire, etc., c'est une entité qu'on a du mal à penser comme telle. En plus, cette entité a éclaté donc en 91 et on voit tout à coup disparaître quelque chose qui était un élément essentiel de notre pensée stratégique. Je fais simplement un parallèle qui peut servir à expliquer la situation, c'est que effectivement, l'éclatement de l'URSS a été aussi une grande crise sociale et politique et économique. C'est-à-dire que vous avez eu cette tentative de coup d'État, vous avez ce personnage de Yeltsin qui était un ivrogne, qui arrivait même dans les rencontres internationales complètement bourré, et donc une espèce de sentiment d'humiliation d'un pays qui avait été un grand empire respecté, qui devient tout à coup qui est représenté par des individus tout à fait négligeables. Bon. Et donc, quand Gorbatchev décide la dissolution, ma foi, il fait un constat hein, qui est quand même l'état de déliquescence de cet ancien empire. Donc, ce sentiment d'humiliation des Russes, il faut le rapprocher du sentiment d'humiliation des Allemands après la guerre de 14-18. C'est-à-dire que là, pour nous, il n'y avait pas eu guerre avec l'URSS, mais enfin, en tout cas, l'idée de défaite du système soviétique était effectivement facile à constater, puisque décomposition de l'Empire, catégorie d'élite qui effectivement se voit menacée même par ses propres militaires, Gorbatchev remplacé, sauvé par ses comment dire, alors que les militaires sont en train d'essayer de le renverser. Enfin bref, on a tous les scénarios, si vous voulez, de la déliquescence. Et donc finalement, qu'aujourd'hui Poutine représente une espèce de sursaut nationaliste d'un type qui ne boit pas, qui fait de la gymnastique, qui a tous les éléments, si vous voulez, du leader, on comprend mieux, si vous voulez, on ait du mal à penser comme ça. Cela dit, Poutine, encore une fois, quand il ne le dit pas, mais qu'il pense effectivement « make Russia great again », ça veut dire que faire de toutes ces minorités qui sont aujourd'hui dispersées dans l'ancien empire. Alors, donc, il y a effectivement, c'est pas nous qui allons lui reprocher de s'occuper de ces nationaux qui sont dispersés sur la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand c'est Poutine qui le fait, on dit c'est de l'impérialisme. Bon, si quand nous on fait des interventions en Afrique, on considère que c'est rien, c'est la question africaine, si vous voulez. Donc, il faut aussi tempérer, si vous voulez, ces choses. Lui, il a choisi la forme militaire, il a choisi la forme de la présence militaire, mais encore une fois, moi, je vois les choses à distance, hein, je suis pas un spécialiste de la question, mais enfin, on peut pas dire que ce soit une guerre éclair. Hein. Il y a la question de la Crimée, ça c'est un premier point. Il y a ensuite le fait de l'occupation de zones territoriales, mais on n'a pas l'impression que Poutine ait effectivement l'intention d'envahir totalement l'Ukraine. Donc il faudrait parler avec lui.
Ah oui, encore moins l'Europe. Et donc, il faudrait parler avec lui sur les modalités de résolution de la crise. Est-ce qu'il faut arriver à un fédéralisme? Est-ce qu'il faut arriver à une sécession des régions Est, etc. Mais il faut reconnaître que son dossier n'est pas totalement vide, totalement artificiellement construit. Donc voilà, mais évidemment, encore une fois, tant qu'on entre dans une logique de conflictualité, la discussion devient difficile. Conflictualité jusqu'où? Parce que de toute façon, nous n'avons pas les moyens de cette guerre, justement. Oui, mais enfin bon, il y a des fois où, si vous voulez, quand la guerre est déclarée, il faut la faire. Hein. Donc on n'a pas les moyens de conflictualité, c'est-à-dire on n'a pas obligatoirement les moyens d'imposer une solution militaire. Mais cela dit, je doute que, si vous voulez, Poutine ait l'intention d'aller au-delà. Je doute, mais encore une fois, je peux me tromper, hein, qu'il ait l'intention d'aller au-delà de ce qui paraissait, encore une fois, c'est la logique même de cette guerre, c'est-à-dire les minorités russophones. Le même problème se pose en Asie centrale. Hein. Il y a des régions dans lesquelles, effectivement, il y a des russophones. Donc, est-ce que l'Ukraine, évidemment, c'est un lien, comment dire, ombilical avec la Russie. Hein. Rappelez-vous quand même que c'est de là que parle l'Empire. Et donc, l'idée que l'Ukraine puisse déclarer son indépendance, c'est vraiment quelque chose qui a été mal vécu par les Russes, parce qu'évidemment, pour eux, il y a des discours de Poutine expliquant qu'en fait, c'est le même pays, c'est la même identité, c'est la même population, etc. Bon. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie de ces discours géopolitiques qui montrent, comment est structuré intellectuellement l'autre. Bon, que Poutine accepte que finalement l'Ukraine puisse exister. Prenons le cas de la Crimée, par exemple. La Crimée, c'est très intéressant parce que oui. c'est une péninsule qui a donc été occupée par les Russes et qui a longtemps été peuplée de Russes. Bon. Et c'est Khrouchtchev, qui était lui-même d'origine ukrainienne, qui décide de la donner à la Russie, alors que c'était administrativement rattaché à l'Ukraine. Bon. Donc c'est une espèce de geste, si vous voulez, qui n'avait pas de signification dans l'époque soviétique, parce qu'effectivement, dire que le leader lui-même ukrainien décide de donner un morceau de l'Ukraine à la Russie, c'était de l'aménagement administratif. Et effectivement, quand Poutine occupe, en tout cas décide que la Crimée va être effectivement un morceau de la Russie, et puis qu'ensuite il dessine sa carte avec une espèce de descente pour couper complètement l'Ukraine de tout accès à la mer Noire, là effectivement on peut penser que sa menace est géostratégiquement difficile à supporter. Si l'Ukraine redevenait un pays totalement continental, on comprend que le handicap serait très lourd. Donc, vous voyez, il y a à la fois des logiques de guerre et puis il y a des logiques passées qui font que beaucoup des cartes de ce conflit sont biaisées, ou en tout cas on fait semblant de ne pas les voir, on fait semblant de ne pas les prendre en compte, etc., etc. Et alors, en plus, en arrière-fond, si vous voulez, je reviens une minute là-dessus, c'est quand vous avez Trump dans le paysage. Vous savez, quand vous lui serrez les mains, il faut recompter ses doigts avec Trump, hein, parce que vous ne savez jamais exactement qu'est-ce qui va vous sortir, quoi. Oui, il y a ce côté, la, la dissuasion du fou au fort, Oui, ou oui, du oui. fou, ou Enfin, lui, du c'est fou pas au du faible, fou. d'ailleurs. Lui, c'est pas du fou, c'est du dingue complet, hein, je veux dire. Il est incroyable. Regardez ses discours sur le Groenland, sur le Canada, enfin, il est dans le délire complet. Hein. Oui, mais on est plus dans le discours que dans la réalité de l'action, finalement. Il y a un côté velléitaire, parfois, en tout cas difficilement stable. Oui, mais en même temps, quand il prend ses mesures douanières, Ouais. on Mais il sait leur qu'il va vérifie sans perturber arrêt. tout. Oui, mais justement, ça veut dire que dans le commerce, enfin dans les échanges internationaux où il faut un minimum de stabilité, on a un homme qui est totalement incapable, si vous voulez, d'avoir un minimum de... Et là, je viens de lire la liste des 80 pays qui sont sanctionnés, je ne sais plus pourquoi. Mais enfin, il vous fait des listes, si vous voulez, alors que je ne suis pas sûr qu'il connaisse la planète. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup visité certains de ces pays qu'il va sanctionner. Et encore une fois, cet élément d'incertitude peut être à la fois une source de conflit, local, et puis de conflits régional beaucoup plus important. Donc c'est une variable, si vous voulez, quand vous avez Poutine d'un côté qui vous paraît mener son truc comme un bulldozer, et l'autre pourtant qui vous paraît mener ça comme une voiture conduite par un ivrogne. Je veux dire, c'était extrêmement difficile. Hein. Et entre les deux, une Europe qui aboie fort, mais qui, moi, des fois, Oui, me c'est vrai. paraît plus dangereuse sous certains aspects, de coups tordus, de services secrets,
et puis de fait de monter la pression, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement les moyens, et le refus d'échanger, de négocier avec la Russie. Moi, j'en reviens à... Il y a une coupure radicale, cette fois-ci, qui n'a pas prévenu. Hein, avec Pierre Connaissant. On a une matinale qui est difficile. Nous aurons d'ici une petite dizaine de minutes François Martin. Mais je pense que là, on doit être sur une coupure téléphonique. Je ne serais pas surpris qu'il n'avait plus de courant. Pierre Connaissant, ce qui explique peut-être ce qui vient de se passer. Donc évidemment, si vous n'avez plus de jus dans votre téléphone, bah, c'est fini. Alors la technique, j'espère, va essayer de régler le problème, mais va-t-il falloir encore réussir à joindre Pierre Connaissant et donc pouvoir l'avoir à nouveau parmi nous. Donc d'ici là, voilà, je me retrouve. Je le vois qui ressurgit. Ça là, on va pouvoir penser, peut-être le réadmettre rapidement. Il parle, mais là pour le moment, on ne l'entend pas parce qu'il n'est pas avec moi. Est-ce que la technique est bien là, prête, qu'elle me fait signe est-ce qu'elle est bien là? Parce que évidemment, ça pose problème. Je pose la question. Et sinon, oh là là. Pierre Connecta nous fait JL. Ça, je l'attendais, celle-là. Elle a mis du temps à venir. Hein. Pas très en forme, notre JL, ce matin. Hein. Sauf que l'a connu plus vif. Bon, il a disparu. La technique. Alors moi, c'est pas compliqué. Je pense que je suis tout seul, là. Pas compliqué. Technique, j'en vois plus. Pierre Connaissant, j'en vois plus. Tout le monde est parti. Non, Pierre Connaissant semble revenir. Est-ce que je vais pas l'admettre moi-même parce que je ne sais pas. Bah voilà, c'est vraiment une. Écoutez, je suis le dernier à tenir encore un peu la baraque. Je vais voir si j'arrive à le faire venir, mais en fait, je ne peux pas l'admettre moi-même. Mais non. Si, voilà. Voilà, c'est Voilà. bon. Ici C'est Radio bon. Monde. Alors, allez-y. Vous pouvez continuer, Pierre Connaissant. Ben, écoutez, je ne sais plus où on en était, mais encore une fois, si vous Oui, voulez. on en était dans cette fabrique de l'ennemi. Vous étiez alors vous aviez, je crois, fini plus ou moins sur l'Ukraine. Non, pas l'Ukraine, C'est-à-dire sur la Crimée. Sur la Crimée, et je vous dis. Oui, ce que je disais, c'est que la Russie fait partie de, comment dire, c'est un acteur géopolitique difficile à penser. Parce qu'effectivement, avoir un État continental qui va jusqu'à l'Asie-Pacifique, pour nous, Européens, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire cet arrière-fond qui est la Sibérie asiatique. Bon. Deuxième remarque, c'est aussi un héritier, c'est un ancien empire qui s'est trouvé éclaté en 15 entités différentes. Et dernière remarque, mais ça c'est une remarque d'ordre général, quand vous êtes en Europe et que vous avez à la fois la crise yougoslave et la crise soviétique russe, vous avez donc 15 États qui vont naître de l'éclatement de l'URSS et puis vous avez 5 ou 6 États qui vont naître de l'éclatement de la Yougoslavie. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que paradoxalement, on a été tellement habitué justement à raisonner en termes d'empire que l'affirmation de nationalité comme celle-là, rappelez-vous avec les Kosovars, hein, on avait du mal à se demander qui c'était les Kosovars. L'autre fois, j'ai fait le bilan. Depuis le début du 20e siècle, il y a 70 États nouveaux qui sont apparus à la surface de la planète. Vous voyez ce que ça veut dire, 70? Ça veut dire qu'effectivement, on est passé de l'ONU qui était aux alentours de une cinquantaine d'États en 45, qui se retrouve à 170 États avec tout ce qui s'est agrégé depuis. Donc, on a le sentiment, si vous voulez, que nous n'avons pas les éléments pour penser d'abord au niveau planétaire, c'est une première question, et effectivement, on a du mal à relativiser une crise par rapport à ce qui se passe ailleurs. Bon, aujourd'hui, vous avez des massacres au Soudan, mais qui va s'occuper du Soudan? Vous voyez, ma remarque, elle est d'un cynisme absolu. Vous avez un cynisme absolu, mais en même temps, ça vous montre qu'il faut réduire de nos ambitions planétaires, nous occidentaux, parce qu'on a constaté qu'effectivement, nous n'avions plus ni la légitimité politique, ni a fortiori les moyens militaires. Et encore une fois, avec Trump qui ne connaît pas la planète, on aura l'occasion de se revoir, quoi. Oui, on aura l'occasion de se revoir. Donc, on les sent aujourd'hui tout de même dans cette fabrique
de l'ennemi et ce complexe militaro-intellectuel doutaient d'eux-mêmes. Bernard-Henri Lévy, toujours aussi actif, mais néanmoins, peut-être aussi que le discours qui est tenu prend de moins en moins par rapport au réel. Il est de plus en plus déconnecté de la réalité. Oui, vous avez d'autant plus raison qu'effectivement, aucune des interventions, on a fait une vingtaine d'interventions à coloration militaire après le 90, après la disparition de l'URSS. Avec le 11 septembre, ça va d'un seul coup s'amplifier puisqu'on va en faire à nouveau plusieurs dizaines, puisqu'on est dans la suite logique de la nécessité de la guerre. Pourquoi je dis cette expression? Parce qu'effectivement, quand se passe le 11 septembre, les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. C'est-à-dire, il y a eu la guerre de sécession, mais enfin, le dernier ancien combattant était mort dans les années 50. C'est-à-dire que les Américains ont toujours vécu la guerre médiatisée, soit parce que leurs hommes ont été sur des théâtres d'opérations extérieures, soit parce que le cinéma lui-même veut expliquer la guerre. Bon. Et donc, le choc traumatique est tel qu'il faut une guerre. Il faut une guerre pour se venger. Bon. Et donc, on est là avec le discours sur l'état de l'Union de janvier 2002, George Bush va expliquer que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous voyez la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient responsables de l'attentat du 11 septembre. Par contre, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, il n'y a rien sur l'Arabie Saoudite. Et donc, vous dites, on revient à votre question, quelles ont été les forces qui ont poussé George Bush à faire un discours aussi irréaliste pour ensuite déclencher effectivement l'invasion de l'Afghanistan, puis la destruction de l'Irak, alors qu'effectivement, la plupart des salafistes sont nés dans la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez bien que même dans des démocraties, vous avez des perversions, idéologiques qui amènent à des choses qui sont aussi graves que la destruction du Moyen-Orient avec ses interventions militaires idiotes. Et quand Chirac décide que justement, il ne faut pas aller en Irak, parce que lui a vécu la planète, il a voyagé, Chirac, il n'est pas comme la plupart de nos élites à avoir fonctionné dans le 5e, 6e, 7e arrondissement. Il sait l'effet que ça va provoquer. Et alors, vous connaissez la crise, le French bashing, etc., etc. Moi, j'étais aux États-Unis quand Chirac est mort. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal américain pour expliquer qu'il avait eu raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'idée de l'autocritique, de ne pas utiliser l'amnésie reste quelque chose qui, même dans les démocraties, est extrêmement difficile à assumer. Et donc, finalement, il avait malheureusement raison et vous connaissez la suite de l'histoire. Oui, mais alors, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre justement une des bascules du monde, n'est-ce pas justement le fait que ce qui est parti, vous y revenez souvent finalement à 2001, au 11 septembre et surtout à ses suites militaires, Afghanistan, Irak, et ensuite ça sera la Libye et ce genre de pays. Est-ce que justement on n'est pas sur la fin de cette période, de cette époque? Si vous voulez, entre l'euphorie guerrière qui a suivi la guerre du Golfe et puis l'état où on est aujourd'hui, je crois que paradoxalement, le basculement s'est fait pour les Américains au moment de la Somalie. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que, rappelez-vous, c'était l'époque où, motivés pour des raisons humanitaires, on s'est dit quand même, ces chefs de guerre qui pillent l'aide internationale, les pauvres gens qui meurent de faim, etc., etc. Et donc, on va monter cette opération ONUSOM, si vous voulez, avec l'idée que, après tout, les chefs de guerre allaient plier, puisqu'on leur avait prouvé la supériorité militaire occidentale, elle était évidente. Donc, et en fait, on va donc se partager la Somalie, et puis le facteur déclenchant va être la volonté américaine de tenir le port de Mogadiscio, parce que pour apporter de l'aide humanitaire qui ne soit pas pillée, il fallait effectivement compter sur ce port, etc. Bref. Et donc, ils vont décider de prendre le port de Mogadiscio, de prendre la ville de Mogadiscio, qui est tenue par un chef de guerre qui s'appelle Aïdid. Et donc, ils montent une opération commando, que vous connaissez. Bon, le problème, c'est qu'Aïdid, il avait l'expérience de la guerre, ça faisait une vingtaine d'années qu'il la faisait. Et donc, il attend les hélicoptères, il fait abattre 2 hélicoptères, il y a une vingtaine de djihadistes qui sont tués. Les Américains ont retiré leurs troupes de Somalie sans même informer les autres contingents. Oui, je répète, ils ont retiré leurs troupes sans même informer le contingent français. Un jour, les Français ont découvert qu'ils étaient partis.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, aux États-Unis, on ne comprenait pas pourquoi des djihadistes pourraient-ils mourir à cause des Somaliens. Bon. D'ailleurs, vous voyez que depuis que les contingents internationaux se sont retirés, la Somalie est toujours dans la crise, mais finalement, plus personne ne s'intéresse à la Somalie. Donc la question, c'était pourquoi s'intéresser à la Somalie? Donc, vous avez effectivement, parce qu'encore une fois, c'est le regard occidental sur telle ou telle crise qui va faire les moyens qu'on va décider d'y mettre. Ce que vous dites sur l'Ukraine, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez effectivement une zone proche de nous qui est à la fois russe et occidentale et dans laquelle on a du mal à trouver des moyens d'un échange, apaisé avec l'autre acteur qui est l'acteur russe, parce qu'il y a tout notre passif, si vous voulez, l'URSS, la menace, les invasions, etc., etc. Voilà. Vous savez que pour les Russes, il y a quelques dates qui sont importantes dans la structuration de leur pensée militaire et historique, c'est quand même la retraite de Russie. Parce que rappelez-vous que quand Napoléon, parce qu'il n'arrive pas à discipliner les Russes, va décider de faire l'invasion de la Russie, il part avec toutes ses troupes qui étaient au camp de Boulogne, ils vont aller à pied jusqu'à Moscou. Et quand ils arrivent à Moscou, les Russes ont mis le feu à la ville. Et donc, vous avez cet épisode effroyable de la retraite de Russie, dans lequel on va perdre quelque chose comme 600 000 hommes, mais parce que Napoléon, tout à coup, se rend compte qu'il y a un coup d'État qui est en train de se préparer à Paris. Donc, il abandonne tout le monde et il rentre le plus vite possible à Paris. Donc, tout ça, c'est pas très glorieux, si vous voulez, mais pour les Russes, c'est très important, puisqu'évidemment, après la disparition les Russes vont être à Paris et donc tout à coup, ils vont avoir comme Hitler, si vous voulez, le sentiment que finalement, quand ils arrivent à Paris, il y a une page de l'histoire qui se tourne. Donc tout ça, ce sont les psychologies collectives qui sont derrière, qui vont expliquer certaines postures, certaines attitudes. Parce que si on ne prend pas le temps long, si vous voulez, on se contente de faire l'analyse psychologique du leader, quoi. De même que Trump, si vous voulez, est représentant du Middle West. C'est un type pour qui la planète est plate et évidemment les États-Unis en sont le centre. Donc, encore une fois, ce sont des gens. Le recrutement des élites dans les pays occidentaux, c'est souvent du recrutement universitaire, c'est pas du recrutement géopolitique. On ne dit pas aux gens commencez à prendre une année sabbatique et aller travailler, aller voyager, visiter la planète, etc. Non, non, il faut aller le plus vite possible dans des postes de cabinet pour ensuite gérer un pays qu'ils connaissent mal, pour peut-être et encore plus s'occuper d'une planète qu'ils ne connaissent pas du tout. Pour terminer ces échanges, Pierre Conessa, peut-être aller sur les BRICS et sur ce monde multipolaire, sur ce basculement du monde dont parle par exemple celui qui va être notre invité par la suite, c'est-à-dire François Martin, le géopolitologue et journaliste. J'y reviens, c'est-à-dire que ce monde unipolaire, né entre autres de la chute du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, tire sa révérence aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais si vous voulez, c'est extrêmement difficile de créer une espèce d'entité qui représenterait les BRICS, qu'on appelle les BRICS. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est des torchons et des serviettes, c'est à la fois des pays qui ont des problèmes internes, des pays qui ont des problèmes externes, qui veulent surtout cesser cette espèce de tutelle des grands qui leur a longtemps assuré, que toutes nos interventions étaient pour le bien-être de la planète, et donc qu'ils ne croient plus du tout à ce discours de la puissance dans lequel nous on est encore largement imprégnés quand même. Rappelez-vous que si à chaque fois on intervient militairement pour expliquer qu'on défend les droits de l'homme, il y a quand même des problèmes de contradiction, si vous voulez. Regardez le cas de Gaza aujourd'hui. Vous avez quelque chose qui est un basculement assez formidable, puisque vous avez d'un côté le massacre du 7 octobre, et puis de l'autre côté, vous avez effectivement une ligne de guerre qui est menée par Netanyahou, qui se poursuit encore aujourd'hui en dépit, soi-disant, de l'accord de paix de Trump. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez toutes les caractéristiques de ces crises modernes. Vous avez des juifs radicaux, comme vous avez des salafistes, comme vous avez des bouddhistes radicaux, comme vous avez des néo-évangéliques. Ces juifs radicaux ont une espèce de vision géopolitique. Ils considèrent que Gaza leur a été donné par Dieu, et donc finalement, les anciens colons de Gaza, qui étaient l'accord de Camp David, demandent à revenir dans Gaza. Bon. Et puis une dernière chose, évidemment, quand le mandat a été donné par Dieu, il disait entre les deux fleuves, le problème c'est qu'on ne sait pas si c'était entre Nil et l'Euphrate ou si c'était entre le Litanie et le... Bon. Donc vous avez des gens qui sont aujourd'hui des allumés complets de la géopolitique, notamment sur le plan religieux, et avec, encore une fois, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à maîtriser parce qu'on n'est plus dans le domaine du rationnel, on est dans le domaine du divin. Bon. Et donc,
il faut évidemment permettre à la fois la tolérance religieuse et en même temps défendre la laïcité. Et ça, beaucoup de pays ne comprennent pas ce que c'est que la laïcité, même en Europe d'ailleurs. Et donc, on est obligé de se raccrocher à ces principes qui sont les seules manières de vivre correctement, si vous voulez, si on veut encore assurer la paix civile et la paix internationale. Vous avez conclu dans ce livre que vous avez écrit aussi avec un co-auteur, Rémi Brague, les religions font-elles plus de bien que de mal, justement? On peut conclure sur ce point par rapport à ce que vous dites sur ces allumés religieux. Ben, écoutez, vous voyez qu'on n'y répond pas, hein. C'est-à-dire qu'on dit qu'elles font à la fois autant de bien que de mal, parce qu'effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est la légitimité qu'elles se donnent, soit pour pratiquer le bien, soit pour pratiquer le mal. Rappelez-vous l'invention des croisades quand même, hein. C'était évidemment pour aller libérer le tombeau du Christ, mais en même temps, ça répondait à l'extension géographique du djihad, euh, qui depuis le 7e siècle avait pratiquement été arrivé jusqu'en Occident. Donc, allez prendre le phénomène premier pour expliquer lequel est agressif et lequel ne l'est pas. Vous savez que finalement, dans les croisades, il y a quand même un dérivatif qui est assez intéressant. C'est que pour la 4e croisade, quand il faut payer les Vénitiens pour transporter les troupes jusqu'en Palestine, les Vénitiens disent oui, mais comme vous n'avez pas de pognon, si on peut s'arrêter à Constantinople, et bref, ça va être la prise de Constantinople, la destruction de l'Empire, le sac de Constantinople, le tout par des croisés qui finalement n'iront jamais en Terre Sainte. Donc le concept de croisade, il est intéressant parce qu'il continue à se survivre comme s'il était par nature une espèce de qualificatif bénéfique pour toute opération qui aurait été pleine de bonnes intentions. Bon, si on devait faire la liste des entreprises qui ont été qualifiées de croisade, on n'en sortirait pas. Je veux juste faire un dernier point avant de vous rendre la parole. Je viens d'apprendre que les Algériens avaient condamné pour apologie du terrorisme ce journaliste français, journaliste sportif. Hein, bon. Oui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on pense que les Algériens, que nous-mêmes nous avons accusés pendant la guerre d'indépendance d'être des terroristes, se permettent de qualifier quelqu'un d'autre de terroriste, soit il faut considérer que c'est un avis d'expert, soit il faut considérer qu'ils ont oublié leur propre histoire. Hein, c'est un peu le même problème qu'avec Israël. Quand le groupe Stern fait sauter l'hôtel Kim David, c'était des terroristes. Mais après, c'est pas grave, ça n'empêche pas de devenir Premier ministre. Donc voilà, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre discussion sur le qualificatif terroriste. Eh ben merci Pierre Conessa pour cette vivacité d'esprit et le fait de manier le paradoxe. Eh oui, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on l'imagine. Donc les réponses ne sont peut-être pas parfois celles qui sont attendues, mais au moins elles essaient de coller avec le réel. Ben, merci beaucoup à vous pour merci à vous. Bon, le paradoxe n'est pas une arme létale, hein, c'est quand même important. Ah, bon, voilà. Au revoir. Je vous retrouve bien là. Merci Pierre Conessa. Pardon monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.